Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle interview avec Monsieur le Grand, l'immense Antoine BM. J'aime bien mettre des superlatifs Salut pour Nico. Oui, oui, bah oui, ça met pas du tout mal à l'aise, c'est bien. toi. C'est ça, tu vois, j'aime bien mettre les gens un petit peu à l'aise et tout. Et si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour parler d'audience. Car je Ouais, sais que tu as fait de belles choses sur du trafic organique. Alors avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, d'expliquer comment tu as réussi à avoir une magnifique audience, même je dirais même une audience que peut réussir à avoir sur le business de la connaissance en général, ben, je vais t'inviter à te présenter à nous et dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais. ouais. Donc moi, ça fait 8 ans que je fais du contenu. Ça fait 4 ans que j'en vis. J'ai fait tout type de contenu. J'ai fait des vidéos, j'ai fait du blogging, j'ai fait des podcasts et maintenant je fais des emails. Je gagne ma vie en envoyant un email par jour. Et j'aide les gens à monter leur activité autour de la création de contenu parce que moi, c'est ce qui me passionne. Au-delà même du marketing, de la vente, tout ça, bien sûr, on en parle. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la création de contenu. C'est une activité qui te permet d'être indépendant, donc tu connais bien, qui te permet d'être libre, qui te permet d'avoir plein d'avantages et qui te permet de vivre de ta passion, surtout parce que tu peux créer du contenu à partir de n'importe quelle thématique. Et donc, c'est ce que je fais depuis des années. J'ai l'intention de le faire encore pendant longtemps. Et aujourd'hui, je le fais à travers les mails. Voilà. Et je vends Hmm. des formations, oui. C'est quand même le petit détail, c'est comme ça que je gagne ma vie, comme toi, je vends des formations en ligne. 100% de mes revenus quasiment viennent de ça. D'accord, d'accord, intéressant. Ce que j'aime bien, c'est que aussi depuis le début de ton activité, parce que ça fait un moment qu'on se suit indirectement sur nos activités, et je me rappelle même avant que tu te lances directement, enfin que tu vives pleinement de cette activité. Ce que je trouve génial, c'est que tu as vraiment pu utiliser et mis en place les différents formats, que ce soit la vidéo, le podcast et aujourd'hui donc l'écrit. Déjà, est-ce que tu as une préférence, un attachement en particulier à l'un de ces formats, ou est-ce que tu vas mixer tout et tu vas le faire selon ton envie et ou les tendances du marché? Alors, je vais le faire vraiment selon mon envie. Ouais. C'est-à-dire que dès que je me lasse d'un format, souvent je passe à un autre format. J'ai une affection pour tous les formats, mais chaque format a ses particularités. La vidéo, ce qui est vraiment intéressant avec la vidéo, c'est YouTube. Mhm. YouTube te donne quand même du trafic organique de manière relativement facile. C'est-à-dire que si tu produis beaucoup, que tu te positionnes sur les bons mots-clés, au bout d'un moment, tu vas gagner du trafic sur YouTube. Donc ça, c'est assez intéressant. Moi, j'ai décollé avec YouTube, donc j'ai quand même une affection pour YouTube. Malgré tout, YouTube m'a un peu fatigué. C'est-à-dire que YouTube, il y a cet aspect communautaire. Moi, j'ai jamais été à l'aise avec les communautés. J'aime bien travailler dans la confidentialité. J'aime bien travailler dans le one-to-one. Quand je fais un contenu, c'est pas pour 2000 personnes, même s'il y a 2000 personnes qui le regardent. Pour Mhm. moi, c'est pour une seule personne. J'ai envie de parler à des individus, à des gens uniques. Et pour ça, le podcast a été très très bon. Le podcast te permet vraiment d'avoir cette relation presque intime. Tu as l'impression de passer un coup de téléphone à un ami. Le podcast, tu peux aussi le faire n'importe où. C'est le seul contenu que tu peux faire n'importe où. Moi, j'ai fait plein de podcasts en me baladant dans la rue. Tu peux le faire en conduisant. Tu peux le faire, voilà, tu peux le faire dans n'importe quelle situation. À partir du moment où il suffit d'avoir un téléphone, tu le mets à l'oreille et t'enregistres. Et le texte, alors je suis passé au texte pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai pas toujours l'occasion d'être tranquille pour pouvoir enregistrer. Le seul critère quand tu veux enregistrer, c'est d'être dans une pièce plutôt silencieuse ou d'être au calme Mhm. ou de voilà pouvoir t'exprimer, pouvoir parler, quoi, ce que tu peux pas faire forcément quand il y a des gens chez toi ou quand tu es dans le train ou quand tu es dans l'avion. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à l'email parce que l'email, tu peux vraiment le faire partout. Ça prend pas beaucoup de temps. Ça demande pas forcément beaucoup de concentration par rapport à la vidéo, par rapport à l'audio. La vidéo, je pense, c'est ce qui demande le plus de ressources Mhm. physiques. L'email en demande moins. Et surtout, je voulais tester d'un point de vue vente, parce qu'évidemment, tous les formats vendent un petit peu différemment. Tu vends pas aussi bien sur YouTube que sur une page privée ou sur un podcast ou dans un mail. J'ai remarqué que les mails vendaient très bien. Et si tu as des produits à vendre, que tu vends des formations, l'email est un cas intéressant parce que tu peux plugger directement tes argumentaires dedans. C'est un Mhm. format qui est complètement libre. C'est-à-dire que ça appartient pas à une grosse boîte qui va filtrer les contenus, qui va te demander de payer si tu veux être vu par ton audience. Tu touches, enfin voilà, c'est du direct, tu touches direct ton audience et les emails t'appartiennent, c'est-à-dire que tu peux le réutiliser ta boîte mail pour faire plusieurs choses différentes. Enfin, pour moi, c'est le format le plus, pour l'instant, que je préfère. D'accord, d'accord. Et aujourd'hui, donc du coup, tu rédiges un mail par jour, c'est ça? C'est ça. Alors, ça m'arrive de sauter, hein, je suis pas parfaitement bon élève là-dessus. Ça m'arrive de sauter un jour ou deux, Du mais lundi au généralement, dimanche? ouais, on peut s'attendre à Ah recevoir ouais. entre 5 et 6 mails de ma part.
par semaine. Et est-ce que, alors c'est toujours la grande crainte qu'ont des personnes qui veulent se lancer sur, on va dire, sur une dynamique un petit peu plus intensive. Est-ce que tu n'as pas eu la crainte de voir des gens qui partent de ta newsletter parce qu'ils se disent, bon, mais c'est bon, il y en a marre, j'en ai marre de recevoir tous les jours un mail d'Antoine. Bah, il y en a, hein, bien sûr, mais c'est pas forcément ces gens-là qui vont acheter tes produits, c'est pas D'accord. forcément ces gens-là qui vont créer le noyau dur de ton audience. Moi, je fais ce que j'aime voir chez les D'accord. autres. Et moi, mes créateurs de contenu préférés, j'aime qu'ils fassent le plus de contenu possible. J'aime aller sur YouTube tous les jours et voir de nouvelles vidéos de mes créateurs de contenu préférés. J'aime aller dans ma boîte mail ou sur un blog et voir les derniers articles de mes créateurs de contenu préférés. Donc, je pense que quand on aime, on ne compte pas. La personne qui est le plus important pour nous, c'est généralement la personne qu'on voit tous les jours, qu'on voit le matin en se réveillant, qu'on voit le soir en se couchant. Et si on en a marre de la voir, c'est probablement qu'on n'a plus envie d'être avec elle. Et je pense que c'est un peu pareil avec les créateurs de contenu. C'est-à-dire quand on aime vraiment un créateur de contenu, on a envie d'être avec lui tous les jours. Et le jour où on n'en a plus envie, c'est probablement que de toute façon, il a plus grand-chose à nous apporter et donc c'est bien de partir. Donc moi, j'empêche pas les gens de partir. Si les gens veulent quitter ma mailing list, il n'y a pas de souci. Il y a un lien en bas de chaque email, c'est bien mis en avant. Et puis les gens qui ont envie de rester, ils restent. Et dans l'ensemble, j'ai autant de nouveaux abonnés que de gens qui quittent la newsletter, donc ça reste un peu près stable. D'accord, ok. Et, euh, et l'autre point, donc du coup, donc, tu disais, tu as pas mal de nouveaux abonnés qui arrivent. Ils viennent de quelle source de trafic? Alors, j'ai essayé pas mal de choses quand je suis passé à l'email, parce qu'évidemment, l'email n'est pas C'est un pas évident, format hein, la promotion. organique, l'email n'est pas un format qui va se référencer. La façon la plus simple de référencer tes emails, c'est de les publier sur un blog. Donc j'ai j'ai un assistant qui corrige tous mes emails, qui les programme et qui les formate pour les mettre sur un blog en mettant un titre différent D'accord. qui est optimisé pour le référencement. Ça c'est une exclue parce que j'en ai encore jamais parlé, mais ouais, si tu vas sur mon blog, en fait, tu vas voir exactement les mêmes mails que j'envoie. D'accord. Simplement, ils sont publiés un petit peu plus tard et tu as un titre qui est différent que j'ai choisi pour être davantage optimisé pour le référencement Google. Ça c'est la D'accord. première chose. Maintenant, tu sais comme moi, un blog, ça peut mettre beaucoup de temps à se référencer. Oui. Pour moi, le canal le plus efficace, c'est YouTube. Sachant que j'ai essayé de faire de la publicité, c'est pas mon truc, j'aime pas ça, j'aime pas parler à des inconnus, j'aime pas essayer de faire de racolage et je suis pas bon là-dedans, j'ai pas d'excellents résultats avec la publicité. Enfin, genre, j'ai eu des bons, mais je me suis rendu compte qu'en fait, les gens qui étaient arrivés sur la même liste n'étaient pas forcément des gens Pas très qualifié. qualifiés. Donc, ce que je préfère faire, c'est du contenu et je refais des vidéos sur YouTube, des vidéos qui cette fois-ci sont pas à destination en priorité de l'audience qui me connaît et qui me suit, mais qui vont davantage essayer d'aller chercher des gens qui ne me Des connaissent nouveaux. pas, de transmettre mes idées à un cercle un peu plus large. Évidemment, je fais un appel à l'action vers ma liste email à chaque fois. D'accord. C'est intéressant parce que du coup, tu viens de répondre à une question que j'avais pour toi juste après. C'est effectivement quand tu fais un mail, le contenu à un moment donné, il est un peu, c'est comme si tu écris une lettre, puis tu la montres Oui. et après tu la jettes à la poubelle. Mais du coup, tu réexploites le contenu au travers d'un blog, ce qui est une bonne Oui, idée, ouais. tu peux recycler ton contenu. Je les envoie aussi sur Facebook, sur une page Facebook. C'est D'accord. pareil, la plupart du temps, tout le monde s'en fout parce que les gens ils me suivent pas sur Facebook. Enfin, les vrais me suivent par email, donc ils ouvrent leur mail de toute façon. Mais parfois, t'en as un qui marche bien, qui devient viral, qui est partagé parfois 30, 50, 100 fois. Et donc, ça fait grossir la même liste, sachant qu'à chaque fois, à la fin, je mets un petit lien pour inviter les gens à s'abonner. Encore une fois, c'est pas ce qui va faire toute la différence, mais ça coûte rien de le faire, c'est du copier-coller et ça permet de recycler ces mails. C'est vrai. Tu peux aussi les réutiliser plus tard. Par exemple, un bon mail de vente, un mail qui a bien vendu, rien ne t'empêche, 1 ou 2 ans plus tard, de le réenvoyer à ton audience. La plupart des gens l'auront soit oublié, soit seront arrivés après, donc l'auront jamais reçu, et il va revendre à nouveau bien. Ce qui est assez intéressant parce que tu peux pas forcément faire ça avec une vidéo où tu vas avoir des marqueurs temporels que tu peux pas modifier. Le texte, tu peux le modifier à volonté, donc je pense qu'au contraire, c'est du contenu qui peut être assez durable si tu le gardes, si tu le classes, si tu le réutilises. Génial, ouais. Encore faut-il avoir ce travail après de réexploitation du contenu et avoir vraiment cette philosophie-là dès le départ. Ouais, ouais. Je mets une petite parenthèse pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, justement, qui veulent suivre tes mailings. Il y a le lien, bien évidemment, qui est dans la description. Généralement, les plus curieux l'ont déjà trouvé. Ce que j'ai envie de dire. Pour en revenir à l'interview, donc, autre question aussi que je sais beaucoup de personnes se posent, et tu sais que moi-même, pour être honnête, je me questionne encore
sur aussi de ce côté-là, sur cette notion de fréquence, c'est toi, tu diffuses énormément de contenu. Depuis toujours, tu as cette façon à diffuser beaucoup. Donc, bon, déjà, il y a comment faire pour diffuser du contenu. Bon, ça, c'est une question qu'on va pas traiter forcément ici. Mais l'autre question, c'est est-ce qu'à un moment donné, à diffuser trop de contenu gratuitement, est-ce que ça va pas empêcher des personnes qui justement sont sursollicitées par le contenu gratuit de ne pas aller sur la partie payante, sur tes formations? Comment tu le vois ça? Ouais, c'est une bonne question. Moi, j'aime bien, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aime bien recevoir beaucoup de contenu des gens qui m'intéressent. Je pense qu'il n'y en a jamais trop. Euh, pour moi, la vraie différence entre le contenu gratuit et le contenu payant, c'est que dans le contenu gratuit, tu vas davantage diffuser tes idées, les Ouais. grands principes, la philosophie qu'il y a derrière ce dont tu parles. Et dans le contenu payant, tu vas donner les méthodes, les systèmes, les choses en 15 étapes à suivre, les machins, les calendriers de contenu, les trucs. Et ce qui est intéressant, c'est que généralement, les gens se lassent beaucoup plus vite des méthodes et des systèmes que des grandes idées. Et des grandes idées, tu peux faire passer la même idée tous les jours dans une nouvelle vidéo, mais simplement avec un angle différent. Les fans, ils vont la regarder, la vidéo. Je vais donner un exemple tout simple. Un gars qui est très très bon en termes de création de contenu, c'est un gars qui parle de santé, qui est un peu extrême dans ses choix, qui s'appelle Thierry Catasnovas. Et en fait, son message, il est très simple. Hein, c'est faites des jeûnes, donc arrêtez de bouffer, buvez des jus de légumes Prenez des jus, et, ouais. et rapprochez-vous de la nature et arrêtez de bouffer des trucs industriels. C'est un message qui est très simple, qui pourrait être résumé en 3 minutes dans un tweet presque. Et en fait, ce gars-là, il a fait, je crois, plus de 2000 vidéos ou quelque chose comme ça, ou peut-être 3000 sur YouTube pour dire à chaque fois la même chose, sauf qu'à chaque fois, il va prendre un angle différent, il va te l'expliquer de façon différente, il va utiliser de nouvelles histoires, de nouvelles métaphores, des études de cas pour toucher de nouvelles personnes et aussi pour conforter aussi les gens dans ces idées. Parce que comme c'est des idées un peu radicales, pour adhérer à une idée radicale, tu as besoin de la réentendre très très souvent et tu as besoin d'avoir quelqu'un qui vient te confirmer que tu es sur la bonne voie. Et je pense que plus on a justement des idées qui sortent un peu de la norme, qui sont un peu contrariennes, qui font peur en fait à beaucoup de gens, plus il faut en parler parce que plus les gens ont besoin d'être rassurés par rapport à cette idée-là. Et ça m'arrive, moi je le sais parce que j'ai des gens parfois qui m'envoient un mail qui m'expliquent un peu leur cas. Ça m'arrive d'avoir des gens qui me suivent pendant 6 mois, parfois pendant un an, parfois plus, qui n'ont jamais acheté mes produits. Et puis au bout de, je sais pas, au bout d'un an, il leur est arrivé un événement dans leur vie personnelle, souvent un événement douloureux ou quelque chose d'un peu fort. Et ils se sont dit, mais en fait, il a raison, ce type-là, et je veux faire exactement la même chose que lui, ou je veux monter mon truc de mon côté. Et donc là, je vais prendre sa formation, et là, ça m'intéresse. Et en fait, il a fallu que j'en parle pendant 8 mois et qu'il leur arrive un événement fort dans leur vie pour qu'ils se disent, OK, tiens, je passe de, tiens, je le suis parce que ça m'intéresse une fois de temps en temps, etc., ça me distrait, à, putain, ce gars-là, il peut vraiment m'aider à changer ma vie, quoi. Et je pense que c'est ça que tu peux essayer de créer en créant du contenu quotidien. Moi, j'ai jamais eu de gens qui m'ont dit, tu publies trop. Ça n'arrive pas. Les gens, ils se plaignent quand tu publies pas. Quand je saute un mail, ça m'arrive de pas envoyer de mail. Je reçois des mails de gens qui disent ça va, tout va bien, pourquoi j'ai pas reçu mon mail du jour? C'est scandaleux, tu nous dis qu'il faut publier tous les jours et tu le fais même pas. Enfin, c'est ça qui est encourageant. C'est exactement. Et c'est ça qui est encourageant, quoi. Il vaut mieux avoir des gens qui se plaignent parce que tu publies pas assez que des gens qui se plaignent parce que si tu publies trop. Je pense que quand tu fais du contenu intéressant, t'en publies jamais trop. Moi, je peux passer des heures et des heures par jour à suivre du contenu intéressant. Il y a que le contenu chiant qui peut être trop abondant. C'est jamais le contenu intéressant. Je crois pas. Putain, c'est super pertinent ce que tu dis. Du coup, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil de ma réflexion. Donc ouais, en fait, si je résume, on a vraiment deux types de contenus, c'est-à-dire un contenu avec une structure, entre guillemets, une structure bien précise qui est le contenu gratuit, et le contenu payant qui est sur une autre type de structure qui est un peu plus avancée. Et ouais, c'est ça. Sur le contenu gratuit, alors le mot sonne très mal en français, je trouve, mais en anglais sonne bien. C'est la notion d'évangélisation. C'est finalement, si je résume bien, c'est tu fais une forme d'évangélisation au départ, qui est donc j'ai des idées, j'ai une façon de voir le monde, j'ai une façon de vous apporter quelque chose, et après je vous ai expliqué comment je vous l'apporter étape par étape. Et cette évangélisation-là, du coup, tu l'as fait sous différents angles. C'est ça. Ouais, tu prépares le terrain, quoi. Je pense que les meilleurs créateurs de contenu, c'est les créateurs qui donnent des conseils, mais pas seulement, qui basent leurs conseils sur une philosophie différente des autres. Et c'est vraiment un grand secret pour pour avoir une audience durable et pour gagner sa vie sur le long terme dans ce domaine-là, c'est de baser tous ces conseils, de pas simplement reprendre les conseils que donnent les autres, ou de pas simplement donner des conseils différents, mais de baser ces conseils sur une philosophie qui est différente. Je vais donner un exemple tout simple.
Beaucoup de gens qui veulent vivre de leur contenu aujourd'hui cherchent à être connus, cherchent à avoir un maximum d'abonnés sur Instagram, sur YouTube, parce qu'ils sont convaincus que c'est le seul moyen et qu'ensuite ils pourront se faire repérer par des marques et se faire sponsoriser. Et moi, je vais pas aider les gens à être plus connus. Je vais pas aider les gens à avoir des centaines de milliers d'abonnés parce que déjà, c'est pas ma spécialité. Et deuxièmement, c'est pas là-dessus que sont basés mes conseils. Mes conseils, ils sont basés sur une philosophie qui est simple, c'est que tu peux gagner ta vie en aidant un petit groupe à atteindre des résultats extraordinaires. C'est-à-dire en te focalisant sur un petit groupe de gens, en ne cherchant pas à avoir la plus grosse audience possible, mais en te focalisant sur un petit groupe de gens et en les aidant au maximum, en créant des fans, des gens qui vont être tes clients peut-être pendant des années et des années et qui vont pouvoir dépenser beaucoup d'argent chez toi. Au final, c'est un moyen pour moi beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace pour gagner sa vie sur le web. Et tu commences par dire ça avant de donner les conseils, parce que les gens, si tu leur dis juste je vais t'apprendre tel truc, ils ne sont pas intéressés puisque eux, ils sont toujours convaincus qu'ils ont besoin d'audience. Mais si tu commences par leur dire ça, beaucoup de gens vont se dire tiens, il a pas tort et tout, peut-être que c'est en effet la voie qu'il faudrait que je prenne. Et à partir de ce moment-là, ils n'ont plus vraiment le choix qu'acheter des formations chez toi, parce que les autres, leurs formations, elles sont pas basées sur cette philosophie-là. Donc à partir du moment où ils adhèrent à la grande idée, à partir du moment où ils adhèrent à la philosophie, ils n'ont plus d'autre choix que d'acheter tes produits. Et à partir du moment où tu n'as pas d'autres concurrents qui ont la même philosophie que toi, tu es tranquille en fait, tu n'as plus de concurrents. Ça fait disparaître les concurrents. Et c'est ça pour moi qui est intéressant avec la différence contenu gratuit, contenu payant, c'est que le contenu gratuit, tu transmets la philosophie, les grandes idées, le terrain, tu prépares le terrain. Les contenus payants, tu donnes les solutions, les méthodes, les clés pour que les gens puissent construire leur maison sur ce terrain-là. Mais avant de construire la maison, bien sûr, il faut avoir un terrain. Et c'est à ça que sert le contenu gratuit. L'évangélisation, c'est comme ça que tu le résumes, c'est ça. Donc, du coup, ça implique aussi au départ de bien connaître les personnes à qui tu t'adresses. Le fameux avatar client idéal. Mais là, du coup, ça redonne tout son sens. Parce que si à un moment donné, je vois beaucoup cette erreur-là, c'est-à-dire d'une personne qui va lancer son activité ou qui sont sur une activité, mais qui dit bon, mais voilà, je vais parler à un tel, et puis finalement, l'avatar client n'est pas clair. Donc là, effectivement, il y a une recherche de savoir exactement à qui tu parles, où est-ce qu'est le niveau d'avancement de cette personne-là, et après, donc, tout le message. Et du coup, est-ce que tu as travaillé sur définir quel est le message fort, quel est le slogan, et aussi quel est l'univers que tu proposais à ces personnes-là? Est-ce que tu as fait cette démarche-là avant, ou c'est venu comme ça au fur et à mesure? Je pense que c'est venu assez progressivement. Genre, je me suis pas mis au début, tu vois, je me suis pas mis il y a 8 ans quand j'ai commencé la création de contenu dans cette thématique-là, devant une feuille en me disant, tiens, ça va être exactement ça que je vais dire, ça va être exactement ça et ça va être ma philosophie. En fait, j'ai pris un gros raccourci, je me suis pas foulé, c'est que mon avatar client, c'est moi, en fait. Et mes clients, c'est moi. Mes clients, c'est-à-dire que je vends des formations que moi, j'aurais aimé avoir il y a quelques années ou que j'aimerais même avoir aujourd'hui et que personne n'a fait. Et c'est ça, en fait, moi, qui m'intéresse, c'est que c'est beaucoup plus facile de vendre à des clients qui te ressemblent. Et moi, souvent, mes clients, c'est des gens qui vont être, qui sont fascinés par la liberté, qui aiment pas les codes, les conventions sociales, qui aiment pas être enfermés dans un système, qui ont besoin de faire leur truc, qui ont besoin de leur propre patron, de diriger leur propre système. Des gens, souvent, qui sont un peu introvertis, qui aiment bien travailler seuls, qui sont pas forcément à l'aise dans les situations de groupe. Des gens qui vont aimer, qui vont être un peu radicaux aussi. Enfin, tu le vois peut-être dans mon contenu, c'est que mon contenu, souvent, j'aime bien avoir des idées un peu tranchées, être un peu radical. Et je pense que les gens ça polarise. C'est-à-dire que soit les gens te détestent à cause de ça, soit ils t'adorent. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu vises une petite audience et que tu t'en fous, parce que ce qui compte, c'est les gens qui vont t'adorer grâce à ça, ou en tout cas qui vont adorer ton message. Et c'est ça que tu vises. Donc moi, j'ai pas eu un plan machiavélique que j'ai mis en place sur papier dès le début. Le plan machiavélique est venu petit à petit au fur et à mesure des années, où à chaque fois j'ai vu tiens ce truc-là ça marche bien, tiens ce truc-là ça marche bien. Ou alors parfois je fais des tests. Je me dis je sais pas là récemment je me suis acheté un iPad et je me suis dit tiens je vais bosser seulement sur iPad, je vais faire le test pendant un mois. Puis au bout d'un mois je me suis dit bah tiens c'est marrant, ça fait un mois que je bosse que sur iPad, je bosse plus rapidement, je bosse de manière plus agréable et je peux faire plus de choses. Et en plus, l'iPad, c'est quand même un truc ça te coûte souvent moins cher qu'un ordinateur professionnel. Ça te demande d'avoir moins de matos, c'est beaucoup plus léger, tu peux voyager avec. Et je me suis dit, ça n'a rien à voir avec mathématiques, mais tiens, si je faisais une formation là-dessus. J'ai fait une formation là-dessus. Je l'ai vendu avec des arguments qui, moi, me l'auraient fait acheter direct parce que mon avatar client, c'était moi à 100%. Et elle s'est très bien vendue. Alors que c'est même pas lié forcément à mathématiques. Et la raison pour laquelle elle s'est très bien vendue, je pense, c'est que avec mon contenu, j'ai attiré des gens qui me ressemblent. Bon, évidemment, c'est pas des sosies, tu vois. On a tous des idées différentes, mais des gens qui, sur le fond ou sur la philosophie, sont d'accord avec moi. Et comme c'est une philosophie qui, je pense, est assez minoritaire,
bah, entre minoritaires, on se sent plus proche. Tu vois, Mm. si tu vas, je sais pas, si tu vas au fond du Kazakhstan et que tu croises un Français, bah, comme il n'y a pas beaucoup de Français, tu vas être super content de voir un Français. Tu Mm. vas dire, ah, c'est cool, on va boire un verre et tout. Bah, là, c'est un peu pareil. Quand tout le monde Intéressant. pense d'une façon et que toi, tu fais du contenu qui transmet une autre façon de penser, bah, les gens qui sont d'accord avec toi, ils disent, waouh, putain, enfin quelqu'un qui a mis des mots sur ce que je ressentais. Bah, je vais lui faire confiance, je vais le suivre et puis peut-être qu'on va faire un bout de chemin ensemble. C'est c'est ce qui est très fort en fait sur tout ce que tu viens de dire, c'est que même en prenant tes exemples perso, ça me parle énormément. Et justement, je vais aller plus loin là-dedans pour vraiment appuyer tout ce que tu viens de dire, dans le sens où finalement, on a des énergies, toi et moi, qui sont assez proches en termes de, voilà, plutôt introverti, plutôt ce besoin, à un moment donné, on a envie qu'on nous foute la paix et faire nos trucs de notre côté, le côté de faire des tests. Et je vois notamment, je pense à quelqu'un qui nous a inspiré tous les deux à un temps donné, c'est Jean Rivière, que certains connaissent Ouais, peut-être. Et finalement, en fait, ce qui est fort, c'est que aussi bien sur la communauté que tu décris que les points de convergence, en fait, on retrouve toujours des valeurs, on retrouve toujours un état d'esprit, une philosophie. Moi, c'est pareil, tu vois, quand tu me parles de travailler sur l'iPad pendant un mois, ça me fait kiffer, quoi. C'est le genre de truc, je dis, putain, c'est une trop bonne idée, quoi. Alors qu'il y a des personnes qui vont pas du tout vibrer avec ce genre de message. ouais, Donc, ouais. et l'autre point qui est intéressant, c'est justement ça, c'est de finalement, on donne beaucoup d'exercices de travailler sur l'avatar client. Effectivement, des fois, tu es sur une activité où il est nécessaire que ton avatar client soit différent de toi. D'ailleurs, il est différent de toi. Mais tant qu'à faire, si on peut, tant qu'à faire se peut, le plus simple et le plus efficace, c'est de bosser sur un avatar client qui finalement est soi. Donc, du coup, tu te prends plus la tête, quoi. Tu fais les Ouais. arguments. Ouais. En fait, moi, je dirais, je crois que c'était Stan Leloup qui disait ça dans une vidéo. T'as deux possibilités. Les deux façons les plus astucieuses de le faire, c'est soit de prendre un avatar client qui est exactement comme nous. Le problème avec ça, souvent, c'est qu'on va être on va avoir pas mal de concurrence parce que généralement, par exemple, tous les mecs qui s'intéressent au marketing vont souvent se ressembler un petit peu. Donc, ils Mm. vont du coup chacun viser des avatars clients qui leur ressemblent et donc Mm. il va y avoir beaucoup de gens qui vont parler un peu de la même Mm. chose. Donc, la deuxième solution, ça va être de viser au contraire des avatars clients ouais, qui sont pas du tout les gens que tu vas à l'habitude de trouver dans ce milieu-là, qui vont être au contraire très très différents de toi. Et donc, du coup, tu n'auras pas beaucoup de concurrence avec d'autres Mm. gens puisque personne n'aura pensé à viser ces gens-là en particulier. Je sais pas, par exemple, si tu fais de la formation en ligne pour aider, je sais pas, les personnes âgées, il n'y a pas beaucoup de gens Mm. qui font de la formation en ligne et qui sont des personnes âgées parce que ça demande des connaissances techniques, etc., que les personnes âgées vont minoritairement avoir. Et donc, forcément, tu vas avoir beaucoup moins de concurrence. Mais évidemment, ça demande de te mettre dans les pompes de personnes âgées, de comprendre ces gens-là, de comprendre les besoins de ces gens-là. Et, euh, et donc, ça va demander du travail supplémentaire. Mais c'est pertinent, je pense, de faire ça. Donc, soit peut-être faire quelque chose, trouver un avatar client qui nous ressemble énormément et donc on va être extrêmement persuasif envers lui. Soit, au contraire, un avatar client qui est tellement différent que ça va demander plus de boulot d'être Mm. persuasif, mais au moins, on sera les seuls Mm. à leur parler. Alors peut-être qu'aussi une troisième voie, entre guillemets, c'est celle que j'ai l'impression que tu as choisie toi. C'est au final, tu as choisi un avatar client qui te ressemble et en même temps, tu as réussi à amener un univers qui est ton univers. Et au final, même quand on regarde tu vois, entre guillemets, les concurrents, perso, moi, je vois personne qui fait le même, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu t'interviewer, c'est que je connais personne qui a la mode de la façon de faire, le type de formation, la façon de délivrer le contenu que tu as toi. Donc, tu as créé en termes de, on va dire, de technicité, tu as créé ta propre façon de faire, mais même en termes d'univers. C'est-à-dire que Ouais, bah c'est ce dont on parlait au début. C'est après, tu ajoutes des pierres à l'édifice. Quand Hum, tu comprends, ce qu'il faut comprendre un truc, c'est le seul truc qu'il faut comprendre, c'est que quand tu crées, c'est ça, quand tu crées une philosophie, tu vas attirer des gens et ils vont rester plus longtemps. hum, Donc après, la seule chose que tu as à faire, c'est de dire, tiens, là j'ai une grande idée, un truc auquel je pensais, qui est pas une idée banale que tout le monde connaît, qui peut aider les gens. Est-ce que je pourrais pas créer un contenu autour de ça? Est-ce que je pourrais pas faire partie, l'utiliser si tu veux comme mes grandes valeurs? Rien ne t'empêche de faire, tiens, une note, un papier ou un PowerPoint, tout ce que tu veux, où tu vas noter justement quelles sont tes grandes valeurs. Tu vas faire ce qu'on peut appeler un manifesto. Tu sais, hum, les boîtes parfois se créent un hum, manifesto, un manifeste dans lesquels elles vont justement étaler bah, leur philosophie, leurs valeurs, qu'est-ce qui compte pour elles. Et en fait, tu vois, c'est pas leur produit, leur manifesto, mais c'est ce qui va amener le terrain pour leur hum. produit. C'est ce qui va les différencier des autres.
Donc, je pense que stratégiquement, c'est un truc intéressant à faire. On a tous une philosophie, on a tous des valeurs, on a tous aussi des idées parfois qui sont pas les mêmes idées que tout le monde. Sauf que on va parfois faire preuve de pudeur en tant que créateur de contenu. On va dire non, ça c'est personnel, faut que je garde pour moi. Alors qu'au contraire, on pourrait utiliser cette idée et l'appliquer à nos thématiques. Et moi, j'ai remarqué une chose, c'est que justement, toutes les idées un peu contrariennes que j'avais, bah, je pouvais les appliquer pour les créateurs de contenu et ça faisait quelque chose de différent et de nouveau. Et je pense que dans toutes les thématiques, on peut appliquer des grandes idées, même si elles ont rien à voir avec les thématiques, et essayer de les fusionner, en fait, essayer de les mettre à côté de la thématique et de voir ce qu'on peut faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Mais justement, c'est pas forcément évident parce que, comme tu dis, les idées contrariennes, tu t'attends à faire une polarisation. Donc, la polarisation, c'est bien parce que du coup, les gens qui sont comme toi, ils vont être beaucoup plus attirés. Mais aussi, tu as cette notion de, finalement, qui est très, d'un point de vue psychologique, qui est très humain, c'est cette peur du rejet. Parce que tu en as plein qui vont Oui, bien être… sûr. Ouais. Ça, c'est… Mais c'est l'inconvénient aussi de la façon dont les réseaux sociaux sont faits aujourd'hui, Ouais. c'est que c'est un peu c'est un peu comme autrefois ce qu'on avait dans les parcs, tu vois, à New York ou à Londres et tout, où tu avais des petits stands et les mecs montaient sur une petite estrade et ils parlaient d'un truc. Ouais. Le problème, c'est que tu as n'importe qui, en fait, qui passe devant. Donc, tu vas avoir au milieu des gens qui vont être passionnés, puis des gens qui vont pas être intéressés. Et tout le monde va t'envoyer son avis à la gueule. Et c'est un peu ça sur YouTube. C'est le gros problème sur YouTube. Pour moi, les commentaires sur YouTube, c'est quelque chose de toxique pour beaucoup de créateurs de contenu parce que tout le monde vient laisser son avis, même des gens à qui on n'a rien demandé, qui font pas partie de notre audience, qui ne nous intéressent pas d'un point de vue stratégique, d'un point de vue business et même d'un point de vue humain. Ce ne sera pas forcément nos amis dans la vie. Et ces gens-là, en fait, débarquent, parlent fort. Toi, tu reçois ça, comme tu es un être humain et qu'on n'est pas conçu, on n'est pas calibré pour recevoir beaucoup de violence dans la tronche dans un petit laps de temps, bah, ça t'affaiblit. Et donc, tu vas ensuite créer du contenu plus consensuel. Tu vas avoir peur de choquer ces gens-là ou tu vas avoir peur de gêner ces gens-là. Et du coup, tu vas oublier un peu ton audience de cœur, les gens qui t'aiment et les gens qui apprécient ce que tu racontes. Et en fait, le problème, c'est qu'on va être dans la réponse à ces gens-là, ou alors l'effet inverse. Et ça, c'est souvent pour les mecs un petit peu agressifs et tout. L'effet inverse, c'est ouais, le mec m'a insulté, du coup, je vais faire une vidéo où je vais le re-insulter derrière. Ouais. Et ça, c'est le pire, en fait. Parce qu'on a tous, enfin, je sais pas, on a tous su des créateurs de contenu qui, au début, étaient super intéressants et qui sont devenus des espèces de caricatures d'eux-mêmes ou des espèces de rageux derrière leur bureau, dans leur chambre, à insulter tout le monde. Et tu te dis, mais putain, mais t'es un mec intéressant. Et juste parce que t'as pas eu la force mentale de subir 3 critiques, tu t'es mis à devenir un connard. Et ça, c'est le plus gros des problèmes, je pense. Et donc, il faut réussir à se détacher de ces commentaires-là. Le plus simple, c'est de les désactiver. Moi, c'est ce que je fais. Tu perds un tout petit peu de référencement, mais je pense que ça vaut largement le coup, parce que ça permet de faire du contenu audacieux. Tu as désactivé les commentaires sur ta chaîne YouTube, du coup? Je les active plus sur une nouvelle vidéo, en tout cas. Sur une nouvelle vidéo. J'ai remarqué que tu fais quand même des vues si la vidéo est bien. Et ça permet de pas avoir à rentrer dans ce débat avec des moldus. Tu restes avec des sorciers, tu restes avec des gens qui comprennent ce que tu racontes et tu t'essayes pas de convaincre, je sais pas, t'essayes pas de convaincre un chien qu'il faut pas aller poursuivre des souris. Je sais n'importe quoi, tu vois. Je veux dire, il y a les chiens, il y a les chats et ça sert à rien d'essayer de, tu vois, bref. Je sais, j'ai pas de métaphore là qui marche. Tu vois ce que je veux dire. T'étais pas loin, mais j'étais pas loin, j'avais un truc, mais c'est parti. Mais tu vois, par mail, ce qui est bien, c'est que les gens qui répondent à tes mails, c'est du feedback privé. Le problème, c'est pas qu'il faut pas avoir de feedback. Le problème, c'est le feedback public. Parce que le feedback public n'est pas du feedback pour toi. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que les gens ils disent non, mais moi, la démocratie, c'est bien, je suis sur YouTube, j'active les commentaires parce que j'aime tout le monde et que le feedback, c'est important. Mais non. Parce que à cause de ça, les gens qui vont laisser des commentaires sur YouTube, c'est pas pour t'envoyer du feedback à toi, c'est pour envoyer du feedback aux autres, c'est pour dire aux autres voilà ce que je pense de cette vidéo, mais il est à destination des autres puisqu'ils savent que c'est public. Par contre, quelqu'un qui va répondre à ton mail, bah, il sait très bien qu'il n'y a que toi qui va l'avoir sa réponse. Donc là, on a du feedback direct et tu dois savoir si tu envoies des mails, mais ce feedback-là, il est tellement plus qualitatif, tellement plus approfondi et tellement plus sympathique aussi. Et c'est important quand tu crées du contenu, tu as besoin d'être encouragé. Faire des ventes, ça suffit pas. Tu as besoin d'avoir des gens qui disent j'aime ce que tu fais. Et ça compte. Et par mail, tu as du feedback tellement plus positif et tellement plus intéressant, tellement plus construit que sur YouTube où c'est du feedback de représentation et pas du feedback privé juste entre. Et tu as un côté un peu de catharsis aussi où la personne a besoin de sortir son truc parce que ça a été tellement, entre guillemets, ça lui renvoie à de la jalousie, à de l'aigreur ou à des valeurs qui sont opposées, quoi. Puisqu'on n'a pas tous les mêmes valeurs, toutes les mêmes façons de voir les choses. Mais c'est dur, parce que on se consensualise. On se consensualise beaucoup. Tu vois, moi, je me rends compte même aussi d'un autre biais aussi en termes de consensualisation. Je vais y arriver, c'est pas
facile à dire ce mot, c'est aussi le développement personnel. Parce que tu vois, même si, alors toi, heureusement, tu es un peu sur le côté, mais tu as forcément l'écosystème développement personnel qui est très proche. Et je trouve qu'il y a une espèce de bien-pensance dans, on va dire, le développement personnel par défaut, qui fait aussi que ça bride beaucoup. Et je sais que certaines personnes qui nous écoutent font du développement personnel ou travaillent là-dedans. Et on se sent bridé par une espèce de consensus général où il faut être un espèce de sage sur sa colline et qui dit le discours le plus lisse et le plus neutre possible. Et moi, je suis tombé là-dedans, typiquement, hein, typiquement. Et ça a été dur d'en faire. C'est même encore un effort aujourd'hui d'en sortir et de sortir de cette dynamique-là, quoi. Ouais. Ouais, le problème, il y a plein de problèmes. Il faut se mettre beaucoup de filtres. Mais en même temps, si tu veux vraiment aider les gens, si tu te mets trop de filtres, ça marche Ouais, pas. c'est Et ça. tu vois, et puis le problème, c'est pas simplement la consensualisation, c'est les effets de groupe. Donc il y a différents groupes de gens qui pensent différemment, qui se font la guerre. Je sais pas pourquoi, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais eux, ils se font la guerre. Je sais pas, par exemple, t'as les féministes d'un côté, les anti-féministes de l'autre, les véganes, les anti-machins. Et en fait, t'as toutes ces espèces de gens qui se haïssent, qui se le disent sans arrêt, et du coup qui se renforcent en tant que groupe. Sauf que pour toi et moi qui aimons pas forcément trop les groupes, qui aimons bien être des électrons libres et faire nos trucs de l'autre côté, bah on trouve des trucs intéressants chez tous. Moi, je trouve des trucs intéressants et je trouve que les féministes ont raison sur pas mal de points. Je trouve que d'un autre côté, bah parfois en effet elles vont trop loin et que y a des mecs aussi, je sais pas comme Jordan Peterson et tout, qui disent des trucs vraiment intéressants. Et peut-être la vérité, elle est juste entre les deux. Ben, ça s'appelle Ou alors l'ouverture d'esprit, hein, purement et oui, simplement. mais c'est compliqué parce Sauf que que, les gens s'identifient à un groupe, c'est humain, tu vois, on a ouais. envie de s'identifier à un groupe, et du coup, bah, la première personne qui va dire un truc qui va aller contre ce que pense notre groupe, bah, on va considérer que c'est un ennemi. Et ça, c'est complètement con. Et c'est aussi ça qu'on voit beaucoup sur YouTube. Et moi, ça m'a tellement fatigué. Et je me suis rendu compte aussi que les gens qui te suivent pendant des années, ils peuvent te permettre, ils peuvent t'excuser beaucoup de choses. Les gens qui te suivent depuis des années, ils peuvent t'excuser beaucoup de choses. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que quand au lieu d'essayer de remuer la merde en faisant du clash, en faisant du buzz, en jouant sur cet effet de groupe, tu te positionnes à l'extérieur et tu essaies de viser le long terme et d'avoir une audience qui te suit sur la longueur, bah, tu commences aussi à avoir une relation qui est plus proche de l'amitié avec ces gens-là. C'est-à-dire que ces gens t'aiment pas parce que tu as dit un truc auquel ils sont d'accord et que tu n'as rien dit qui les choquait. Ces gens t'aiment bien parce que ça fait longtemps qu'ils te connaissent, parce que tu leur as appris des trucs et parce qu'ils ont passé de bons moments avec toi. Et bah, c'est comme tous nos potes, c'est-à-dire qu'on a des potes d'enfance. Bah, tu sais très bien qu'il y en a, ils pensent pas comme toi, ou ils ont pas les mêmes idées politiques que toi, ou ils font des trucs auxquels t'es pas d'accord. Bah, ça t'empêche pas de pouvoir aller le voir et boire une bière et t'amuser, tu vois, et discuter de manière ouverte et calme et posée. Et ça, c'est très rare et c'est très difficile sur Internet. Et je trouve ça bien de pouvoir le retrouver. Et je pense aussi c'est pour ça aussi qu'il y a un peu un rejet en ce moment des réseaux sociaux, peut-être, de tout ce bruit. Que les gens ont besoin de revenir un peu sur le web d'avant ou sur le web où, tu vois, où un peu plus privé, un peu plus confidentiel. Est-ce que tu penses Et que moi, c'est vraiment je fais partie de ça. un phénomène de société qui s'est créé ben justement avec ces réseaux sociaux, avec même avant, avec les différents groupes de discussion et tout ça, qu'aujourd'hui, parce que bon, on a les réseaux sociaux en tant que tels, mais là on part un peu plus sur un débat philosophique, mais quand tu regardes sur les actualités ou sur tout ce qui se passe, ce phénomène phénomène de groupe avec des pensées de plus en plus radicales sur des sujets, on va dire, un petit peu nichés, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'a jamais été aussi développé qu'aujourd'hui, quoi. Peut-être, ouais. Je pense que c'est la conséquence naturelle d'Internet. Mhm. Internet a apporté une sorte de démocratie des idées. C'est-à-dire que pour la première fois, bah, on peut vraiment exprimer n'importe quelle idée et trouver des gens qui vont être d'accord avec nous. On peut aussi, alors c'est le côté très positif, c'est qu'on peut être la personne la plus bizarre au monde ou avoir des lubies bizarres, ou être, je sais pas, ou être un travesti le dimanche, ou être au contraire un mec ultra macho. Et en fait, on va trouver des gens qui sont comme nous et donc on va moins se sentir seul. Et ça, c'est une bonne chose, je pense, pour beaucoup de gens qui se sentaient différents, Ouais. exclus avant, c'est qu'aujourd'hui, ils trouveront forcément quelqu'un qui va pas les exclure sur le web. Et ça, c'est le côté positif. Et au début, on voyait beaucoup ce côté-là sur le web et on disait c'est bien le web, la démocratie, l'ouverture. Sauf que la démocratie a ses limites, comme tout système, ça a ses limites. Et aujourd'hui, la limite qu'on voit, c'est que, bah, tu vois, avec toute cette histoire de fake news et tout, et c'est vrai, enfin, il y a vraiment beaucoup de fausses informations qui ont circulé. Les gens s'accordent moins d'intérêt qu'avant à la vérité, ils accordent plus d'intérêt à ce que le gars dise ce que j'ai envie qu'il dise ou pas, tu vois. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui avec Internet, c'est qu'il y a une sorte de climat, moi j'ai l'impression un peu toxique, où genre voilà, si le mec dit un truc
avec lequel je suis pas d'accord, c'est un ennemi, et sinon c'est mon ami, machin, et tu vois, il y a plein de petits groupes, et du coup, il y a des sous-groupes, parce que même dans le groupe, il y a des mecs qui se font la guerre parce qu'ils pensent pas exactement la même chose, alors que c'est normal dans une société de pas penser la même chose, sauf qu'avant, on le voyait pas, parce qu'il y avait ce qu'on voyait à la télé, et c'était un environnement qui était très consensuel, où tout le monde pensait à peu près pareil. Il y avait les journaux, où il y avait quoi? Il y avait le journal de droite, le journal de gauche, et puis c'était fini. Et puis voilà, il y avait quoi? Il y avait deux groupes dans la société, les gens de gauche et les gens de droite, les religions, et puis ça s'arrêtait à peu près là. Et aujourd'hui, il y a 36 000 groupes, avec 36 000 sous-groupes à l'intérieur, et on comprend plus à quoi on doit appartenir. Et je pense peut-être, alors moi, je suis toujours un peu optimiste, mais si ça se trouve, je me plante complètement, on va vers une apocalypse ou une guerre civile. Mais j'espère que ça va être comme, je sais pas, comme la malbouffe, c'est-à-dire que c'est quelque chose de naturel. Naturellement, on va vers les gâteaux, les burgers et tout, parce qu'on aime le gras, on aime le sucre. Mais au bout d'un moment, on comprend que ça nous fait du mal, et donc on essaye de se calmer un peu et de bouffer du quinoa, tu vois. Et ben, je pense que ça peut être un peu la même chose avec l'information. Il y a de la malbouffe de l'information, on peut en consommer beaucoup parce que naturellement, on aime ça. Et puis au bout d'un moment, on peut se dire, j'ai trop bouffé, maintenant je fais un régime, j'essaie de gagner un peu en sagesse, de me calmer, d'être moins, tu vois, de tolérer un peu plus les gens, d'être moins agressif. C'est pas facile, mais je pense que c'est une démarche personnelle et que les démarches individuelles, quand même, à l'échelle, peuvent fonctionner. Mais je pense que naturellement, là, on arrive à ce que Internet a de plus malsain. Internet apporte le meilleur comme le pire. Mais on peut pas en vouloir aux gens. La nature humaine, elle change pas. C'est juste un outil qui permet à la nature humaine de se développer. Mais tout le monde dit, il faut de la démocratie directe, il faut de la démocratie directe. Non, mais c'est bien la démocratie, mais comme tous les systèmes, il n'y a pas de système parfait. C'est-à-dire que trop de démocratie peut aussi avoir ses inconvénients. Et là, je pense qu'on est dans une période de l'histoire où la démocratie est peut-être trop importante, ou en tout cas extrêmement importante. Et c'est bien de pouvoir s'exprimer, mais quand on arrive à une échelle où les gens préfèrent entendre des informations qui sont fausses, mais avec lesquelles ils sont d'accord, plutôt que des informations qui sont vraies, mais qu'ils n'ont pas envie d'entendre, bah là, ça devient dangereux. Et c'est la définition de la démocratie. Et malheureusement, c'est là où on rentre sur des biais cognitifs qui sont bien présents et des phénomènes psychologiques où finalement, déjà, on a besoin de se polariser à un moment donné. T'as besoin le cerveau humain n'aime pas l'incertitude, donc tu es obligé de dire, je suis blanc ou noir. C'est le cas le plus classique, c'est un homme politique, tu le connais ni d'Adam ni d'Ève, je l'aime, je l'aime pas. Et on ne sait pas qui c'est le gars. Et on a besoin de se positionner par rapport à tout, par rapport à tous les sujets. On veut notre avis sur tout, mais moi, j'en sais rien, tu vois. Il y a des sujets, juste, on n'est pas qualifié, mais ça, on n'a plus le droit de le dire, quoi. On est obligé d'avoir un avis. C'est pénible. La question, c'est qu'est-ce qu'en pense M. Sarkozy? Écoutez, monsieur Hollande. Non, parce qu'à l'époque, je faisais des imitations, ça n'a pas duré longtemps. Moi, je la regrette à cette époque-là parce que j'aimais beaucoup. Je me rappelle de tes snaps. La grande époque Snapchat, là. C'est à cause de Gary Vaynerchuk, ça. J'y étais pour rien, moi. Mais c'était grâce à un perso, ça me manque. Tu vois, sache-le. C'est au moins une personne sur Terre. À l'occasion. À l'occasion, j'essaierai de faire des imitations. Moi, je l'ai trouvé bien. En même temps, moi, je suis le gars aussi qui se fait parfois parfois bâcher parce que par mes imitations d'Eddie Murphy, donc je suis très fier et que certains. Ah bon? Mais je les ai pas entendues, celle-là. T'as jamais entendu ma voix d'Eddie Murphy, mec? Mais je crois que ça doit être l'imitation la plus courante. Tout le monde sait la faire, celle-là. Et celle de Gollum. Vas-y. Non, moi je sais pas la faire. Mais c'est tout le monde fait. Ça fait partie de celle que tout le monde fait. Ouais, oui, c'est vrai, mon précieux. Ouais, t'as pas tort. Alors, et d'ailleurs, on m'a demandé, vous qui nous écoutez sur ce podcast, est-ce que vous savez faire l'imitation de Gollum et d'Eddie Murphy? Je vous invite à répondre. Je pense qu'on est prêt pour la reconversion professionnelle. Oui. Mais justement, c'est bien. Moi, je trouve que ça fait partie de l'univers. C'est intéressant. Ouais. Faut s'amuser un peu. Moi, je pense que faut pas trop se prendre au sérieux. C'est le danger aussi de ce boulot-là. C'est on reçoit parfois des mails qui sont tellement dithyrambiques de compliments. Ouais. Comme une présentation comme par exemple une présentation à un podcast, quoi. Un début de podcast. Ouais. Oui, exactement. Voilà. C'est facile, mais parfois, tu vois, j'en reçois un truc, je me dis, mais non, tu vois, faut arrêter. Genre, les gens, ils se rendent pas compte que t'as plein de défauts et que tu joues forcément un peu un personnage ou un truc dans tes contenus. Mais que parfois, ça peut être un peu facile de se prendre pour un dieu. Il faut faire gaffe à ça. C'est bien, je pense, de garder, de continuer à s'amuser, de comprendre pourquoi on fait ça. Et moi, je fais clairement ça pour m'amuser, tu vois. Je sacrifierai jamais le plaisir ou l'amusement
pour plus d'argent ou pour tu vois, ou pour une mission qui me dépasserait. Moi, je suis pas un gros player, quoi. Je ferais pas de la politique. Même si j'avais des idées très importantes, je ferais pas ça parce que tu perdrais la flamme qui fait que tu t'amuses et que tu peux continuer à déconner. Là, on a le droit de déconner, tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien Oussama Ammar là-dessus m'a transmis beaucoup de choses et j'aime bien son côté un peu barbare. J'arrive, je casse les trucs, je m'amuse. Et en fait, s'il peut se permettre de faire ça et de dire des trucs parfois assez clivants et de s'amuser et de faire des conneries, c'est que il est pas trop important. Tu vois, si c'était un homme politique ou si c'était un patron du CAC 40, il pourrait plus faire ça en fait. Et encore Moi, j'aime bien avoir cette quand, liberté. quand tu vois certains hommes politiques, comme par exemple le C'est président vrai. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. de Tout certains est pays, possible, tout est possible. on voit que la liberté peut aller très loin. Ouais. C'est en même temps désespérant et en même temps un beau message d'espoir, je trouve. Ouais. Parce qu'on peut se dire, ouais, c'est intéressant. Oussama Ammar président, moi je suis pour, hein, moi je vote. Ouais. Ah, intéressant. Intéressant. Du coup, nous en sommes donc sur le sujet. On avait perdu, enfin, j'ai perdu, parce que quand même, je pose différentes questions, mais j'ai perdu l'idée de départ. C'était quand même dire, voilà, bon, mais tu as une belle audience aujourd'hui. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné ouais. sur ce que tu as mis en place, sur la création de contenu que tu faisais pendant des années, pour que il y ait ce moment, cette espèce de, pas de momentum, mais de point de bascule. C'est-à-dire qu'à ce qu'il y a un moment donné, moi, c'est vraiment le ressenti extérieur, mais en même temps, on sait toujours qu'il y a un énorme travail intérieur. Mais extérieurement, j'ai vu sur ton activité qu'à un moment donné, il y avait un point de bascule. Il y a vraiment eu un avant-après. Est-ce que toi, intérieurement, tu l'as ressenti ça? Est-ce que c'est le cas? Et si oui, est-ce que tu peux l'expliquer d'une certaine façon? Ouais, alors il y a eu deux points de bascule pour moi. Le premier qui a été très visible par les gens, mais qui n'a pas changé grand-chose en interne en termes de chiffre d'affaires. Et le deuxième qui a été complètement invisible pour les gens, mais qui a changé beaucoup de choses en termes de chiffre d'affaires et qui m'a vraiment fait décoller sur ce plan-là. Intéressant. Le premier, c'est quand j'ai commencé à faire du contenu quotidien, quand j'ai Mhm. commencé à le faire à plein temps. C'était en 2015. J'ai arrêté mes études, j'ai fait une pause d'une année de césure. Je suis parti en voyage et j'ai commencé à faire des vlogs quotidiens sur YouTube où je faisais passer mes idées en même temps que je racontais mon voyage. Et là, mon audience a commencé à vraiment augmenter à partir de ce moment-là, une vidéo quotidienne. Donc là, j'ai dû passer peut-être je sais pas, de 100 vues par vidéo à 1000 ou 2000 vues par vidéo, quelque chose comme ça. Donc c'était pas mal. Et ensuite, le deuxième, donc ça a surtout changé au niveau de l'audience. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à gagner ma vie. Donc forcément, c'était très important pour moi, mais je gagnais pas bien ma vie à l'époque. Et ensuite, le deuxième point de bascule, c'est quand j'ai commencé à faire des offres chaque semaine. C'est-à-dire quand j'ai commencé, parce qu'avant, en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais une offre où je lançais une formation, où je sortais une nouvelle formation quand j'en avais besoin. Donc en gros, j'attendais d'être à découverte. C'est la méthode du flemmard. J'attendais de plus avoir le choix. Et je me disais, bon, allez, faut que je crée un truc. Ça serait quand même sympa de faire remplir les caisses, quoi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est plus possible de vivre comme ça parce que déjà, tu peux pas mettre d'argent de côté. Ouais, Tu es toujours dans le stress. c'est ça. Si Ouais. ta formation, elle marche pas, bah, tu te retrouves dans la merde. Et puis, bah, ça serait bien de pouvoir viser un peu plus haut et de pouvoir avoir un peu plus de confort dans ta vie et un peu plus de liberté. Là, je me suis dit, OK, je vais faire une formation toutes les 2 semaines. À partir d'aujourd'hui, je vais faire une formation toutes les 2 semaines. Ça devait être en 2016, peut-être au début de 2017, je sais pas. J'ai commencé à faire une formation toutes les 2 semaines et à faire une offre chaque semaine. Ça veut dire que la semaine où je sortais pas de nouvelle formation, je faisais une promotion ou un pack de formation, une grosse promo sur tout le catalogue, où je ressortais une ancienne formation. Mais je faisais en sorte chaque semaine toujours d'avoir une nouvelle offre en cours. Et là, j'ai vu mon chiffre d'affaires être multiplié par 5, 10. Enfin, ça a absolument tout changé. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus de changements brusques. J'ai eu des changements incrémentaux. C'est-à-dire que petit à petit, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires. Je passais de 2000 à 10 000, puis 10 000 à 20 000, etc., etc. Et ça s'est fait de manière beaucoup plus progressive. Mais il y a eu ces deux trucs. Tu C'est as pour ça aujourd'hui, appris après. je recommande vraiment cette stratégie-là pour les gens qui débutent en tout cas, parce que c'est comme ça qu'on devient bon et c'est comme ça qu'on crée une relation aussi importante avec son audience. C'est le contenu quotidien et une offre chaque semaine. Ça demande bien sûr d'y passer un petit peu de temps, mais il s'agit pas de faire une formation de 15 heures. Il s'agit pas de faire des vidéos YouTube montées au poil de cul avec des petites images, des petits effets spéciaux, etc. Tout peut être fait extrêmement rapidement. Moi, aujourd'hui, j'ai créé un mail en 20-25 minutes. Je fais une formation en une demi-journée. Je travaille moins, à mon avis, que la plupart des créateurs de contenu sur le web qui sont professionnels. C'est fort probable. Et donc du coup,
là, tu as un catalogue de formation qui devient assez immense. Est-ce que tu réexploites le contenu d'anciennes formations ou est-ce que tu le laisses un peu de côté? Parce que Ouais, alors c'est un des avantages de sortir beaucoup de produits, c'est qu'après, tu as un catalogue et tu peux jouer avec ce catalogue. Tu peux faire des gros packs de formation, tu peux faire des grosses promotions sur tout le catalogue, tu peux ressortir d'anciennes formations, les mettre à jour. Moi, ce que je fais généralement, c'est je garde les formations un an au catalogue ou moins, maximum un an. Et au bout d'un an, j'en supprime une grosse partie. Donc, je supprime toutes les formations de l'année précédente. J'en Mhm. profite pour faire une grosse promotion justement sur ces formations. Généralement, ça marche très bien. Et ce que je fais après, c'est que je garde entre 15 je sais pas, il y a combien de semaines, entre 15 et une trentaine de formations au catalogue que je ressors régulièrement, avec lesquelles je fais des packs, que je mets en promotion et qui sont disponibles au catalogue à plein temps. D'accord, d'accord. En termes de solutions techniques, j'imagine que tu as quelque chose qui est vraiment adapté à ce mode de fonctionnement. Ouais, moi j'utilise un site qui s'appelle Podia, D'accord? PODIA, qui est très très bien pour moi. Parce que, alors moi, faut savoir qu'à la base, j'aime pas du tout tous les autres systèmes. Enfin, j'ai testé plein de systèmes. Ouais. Il y a des systèmes qui sont beaucoup trop simples, c'est-à-dire qui te permettent juste de mettre un fichier puis de mettre un prix. Tu peux pas faire grand-chose de plus. Il y a des systèmes qui sont beaucoup trop compliqués, comme tous les trucs que tu fais toi-même sur WordPress. Enfin, moi, j'ai essayé ces trucs-là, mais c'est tellement un enfer qu'au bout d'un moment, t'en peux plus et tu t'en vas. À moins d'être développeur et d'adorer ça, c'est pas possible. Et puis après, tu as les systèmes pour les mecs dont la passion, c'est de passer leur journée devant leur ordinateur à construire des tunnels de vente, comme ClickFunnels, tout ça, que moi, je supporte. Enfin, j'ai essayé, hein, j'ai utilisé pendant quelques semaines. Et puis, je trouvais ça tellement insupportable que je me suis dit, mais c'est pas le métier que j'ai envie de faire. Moi, je suis créateur Mm. de contenu, je suis pas ingénieur de tunnels de vente. Donc, j'arrête ça tout de suite. Et plusieurs mois plus tard, j'ai vu sur Product Hunt, tu vois, donc sur un site qui référence des nouveaux produits, des services en ligne, tout ça, un site qui s'appelait Podia. Je suis allé voir, ça m'avait l'air vachement bien. Ça permet de faire des pages de vente, d'avoir en même temps sur le même service, un service en ligne auto-hébergé. C'est pas à toi de l'héberger. Donc, tu as les pages de vente que tu peux mettre en place. Ça héberge les produits. Ça crée un espace membre qui est très beau, très propre pour les clients. Il y a plein de fonctions intéressantes Mm. dessus. Je me suis mis dessus. C'est moi qui leur ai fait leur première traduction en français pour l'interface client. Mm. Les médias sont super sympas, c'est une petite équipe. Et je leur ai suggéré pas mal de nouveautés qu'ils ont mis petit à petit en place. Par exemple, maintenant, tu peux mettre des upsells. Mm. C'est moi qui les ai tannés pendant un an pour qu'ils mettent en place ça, ils l'ont fait. Ouais. Et aujourd'hui, tu as vraiment un système qui est à la fois ultra rapide et ultra simple pour mettre en ligne de nouveaux produits. Donc, tu n'as pas à passer 6 mois sur un tunnel de vente. Tu mets ton produit en ligne en 20 minutes, enfin, même pas en 5 minutes, c'est en ligne. Qui en même temps est très beau, très propre et qui marche pour le client. Donc, ça, c'est bien Mhm. aussi et qui, en termes de marketing, a les fonctions essentielles de base. Tu as des systèmes d'upsell. Tu peux faire une jolie page de vente avec une vidéo, tout ça. C'est propre, c'est efficace, c'est adapté à la conversion. Donc moi, c'est ce que je Génial. préfère pour l'instant. Ouais, intéressant, intéressant. Faudrait que j'essaye. Faudrait que je le teste, ouais, parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'offres, tellement de plateformes avec des avantages et inconvénients. Et c'est vrai que sur ton système à toi, je voyais déjà les limitations. Moi, j'utilise ClickFunnels et Mm. d'autres utilisent LearnyBox. Alors sur ClickFunnels, je vois comment on peut faire, mais il y a quand même, pour avoir créé beaucoup de produits, euh, voilà, il y a les avantages et les inconvénients. Ok, Ouais. super. Maintenant, pour sortir un petit peu de la technique, parce que bon, je sais que c'est pas, ça fait pas kiffer tout le monde, et vous avez raison. On va, on va rester, je vais te poser une dernière question que j'aime poser à mes invités. C'est souvent on est sur Internet, on entend beaucoup les success stories, les machins. J'ai fait tant de milliers d'euros, ou centaines de milliers ou millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai ceci, cela et compagnie. Moi, je m'en fous de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les échecs. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus inspirant et de plus enrichissant que les échecs. Donc, est-ce que tu pourrais nous partager un gros échec que tu as vécu et surtout, qu'est-ce que tu en as tiré? Qu'est-ce qu'il t'a apporté? Alors, je sais pas si j'ai vécu un gros échec, j'ai vécu beaucoup de petits échecs, mais Mhm. probablement que l'échec qui m'a le plus conforté sur cette voie-là, ça a été l'échec de ma première tentative de start-up avec des potes d'école de commerce. Donc, c'était à l'époque où j'étais en école de commerce, ça devait être en 2012, Mhm. 2013. On avait un cours où on devait, pendant ce cours, trouver une idée de start-up. Ça devait être un produit qui n'avait pas été, qui n'avait jamais existé avant.
On s'était dit, on va faire une coque pour téléphone portable. Parce qu'à l'époque, on se faisait beaucoup voler son téléphone portable. Il n'y avait pas les systèmes, enfin, ça arrive toujours, mais il n'y avait pas les systèmes de verrouillage, tu vois, comme il y a aujourd'hui avec Apple, où c'est compliqué de réinitialiser le téléphone. Donc, à l'époque, il y avait énormément de gens qui se faisaient voler leur téléphone portable. Et on avait eu l'idée de créer une coque qui contenait une alarme. Donc, une alarme, tu sais, c'est comme les alarmes de poche, ça sonne très, très fort. Et de faire en sorte de vendre un produit qui était composé de cette coque pour iPhone et d'un bracelet que la personne avait autour du poignet. Et dès que la coque s'éloignait du bracelet, l'alarme se déclenchait et ça se mettait à sonner très, très fort. Une alarme, en fait, pour téléphone. Ce qui n'était pas forcément une idée stupide, puisque grâce à cette idée, on a gagné plusieurs concours de start-up. On avait pitché, enfin, j'avais eu l'occasion de pitcher devant Xavier Niel, Marc Simoncini, Jacques-Antoine Grandjean, donc Free, Mythique et Vente Privée quand même. Donc, c'est des grosses pointures qui avaient fait un gros concours pour les jeunes. On avait gagné 25 000 euros grâce à ça, donc ça nous avait encouragé. Et en fait, on n'a rien fait, quoi. On a fait on a fait exactement ce qu'aujourd'hui je pensais de pas faire, c'est-à-dire qu'on s'est occupé on pensait que créer une boîte, c'était aller au greffe de commerce et déposer son dossier, c'était embaucher un comptable, c'était créer un compte bancaire au nom de la boîte et c'était créer un logo et un nom. Alors qu'en fait, tu fais tout ça, t'as rien. Créer une boîte, ça veut dire trouver un produit, créer le produit et le vendre à des clients. C'est tant que t'as pas de fait de vente, pour moi, t'as pas de boîte. Et en fait, aujourd'hui, je vois beaucoup de gens et je peux pas leur en vouloir parce que moi, j'ai fait exactement cette erreur-là avec eux aussi, qui passent, tu vois, qui se posent plein de questions sur le statut juridique qu'ils doivent faire pour créer leur blog, leur machin. Et tu dis, mais attends, t'as combien de clients pour l'instant? Bah, j'ai pas encore de clients, j'ai même pas encore créé de contenu. Tu dis, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes avec ton statut juridique? Car ça, c'est des problèmes de riches, c'est des problèmes de quand tu gagnes de l'argent. Quand tu gagnes pas d'argent, tu commences par gagner de l'argent. C'est ça le plus difficile. C'est ça qu'il faut faire en premier. Tu sais même pas si ton idée elle marche, je peux la tester. Et donc nous on a monté tout ça, on était tout fiers et tout, entrepreneurs, machin, on pouvait le marquer sur le CV. Au final, on n'a jamais créé le produit, on n'a jamais gagné un centime. Et puis l'argent que Xavier Niel, il est, je sais pas où il est, mais il est tombé en frais d'avocat et de je sais pas quoi, mais on l'a plus. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai récupéré, je sais pas le caisse qu'il a, mais c'est pas moi qui l'ai. Et donc on s'est vu là il y a 2 ans pour dissoudre la boîte. Et moi en fait ça m'a fait plaisir cette histoire-là. Parce que tu parlais des échecs intéressants, ça pour moi c'était vraiment un échec très très intéressant parce que en parallèle de cette boîte, auquel au fond je croyais pas vraiment parce que je savais qu'on n'était pas vraiment qualifié, puis on le faisait surtout parce que ça nous amusait de le faire, mais on n'avait pas vraiment d'obsession pour le produit, ni pour le client, ni pour le marché, on n'y connaissait rien, on n'était pas ingénieur ni rien. Et moi, à côté, ce qui m'intéressait vraiment, c'était mon petit blog, mon petit truc auquel personne ne croyait. Ce qui est amusant aussi, et la leçon aussi de cet échec, c'est que il faut jamais écouter les gens qui ne connaissent rien. Il faut jamais écouter les gens de manière générale quand tu lances ton truc, parce que d'un côté, tu as tous les gens qui t'encouragent quand tu fais un truc qui n'a aucun avenir. Donc là, comme c'était sérieux, qu'on avait un nom, qu'on avait un logo, qu'on avait gagné un concours, il y avait tout le monde qui nous parlait de cette startup toutes les semaines. Ah, c'en est où, machin? Waouh, c'est super fort, bravo, vous en êtes où, machin? Plein d'encouragements, alors qu'on avait absolument rien fait à part un pitch d'une minute. Et à côté, moi, j'avais mon blog, je lançais, je me démenais, je faisais des trucs, et personne n'y croyait, évidemment, parce que tu vois, blogueur, bon, qui y croit, quoi. Donc, personne n'y croyait, et tout le monde prenait ça pour un truc à la con, un hobby, enfin, tout le monde s'en foutait. Et en fait, c'est ça aujourd'hui qui m'a lancé, qui me permet de très bien gagner ma vie, qui me permet d'aider des milliers de personnes avec les formations. Enfin, pour moi, c'est ça qui a absolument changé tout dans ma vie, et c'est pas cette coque alarme. Donc, il y a ce qui brille. Ce qui brille, c'est, je sais pas, de faire un objet physique ou faire une app ou voilà, ou gagner un concours organisé par Xavier Niel et avoir des fonds d'investissement qui investissent dans ta boîte. Ça brille. Et il y a ce qui brille pas, mais ce qui marche. Et ce qui marche, c'est d'être obsédé par ton client, obsédé par ton marché, obsédé par ton produit et essayer de créer la meilleure expérience possible et faire quelque chose qui, voilà, et gagner ta vie avec et gagner de l'argent dès le début aussi. Il n'y a pas de boîte s'il n'y a pas d'argent. Une boîte, c'est rien d'autre qu'une entité qui fait de l'argent. C'est pas un truc une boîte, c'est pas une entité qui a un logo, qui a un joli nom et qui est une startup cool avec des fondateurs qui se baladent en t-shirt et en veste de costard et qui prennent la trottinette électrique, quoi. Ça c'est pas, tu vois, ça c'est pas une boîte. Ça c'est un style, c'est une ambiance. Complètement. Mais une boîte, c'est avoir un produit et avoir des clients qui l'achètent. Et ça c'est vraiment un truc qui a été très fort pour moi parce que le jour où on a compris que ce truc-là était mort, enfin, on a signé à des solutions un ou 2 ans plus tard, mais le jour où on a vraiment compris que c'était mort, enfin, moi j'ai vraiment compris que c'était mort, c'est là que je me suis mis à fond sur le projet Internet parce que je me suis dit, OK, maintenant j'ai accumulé assez de connaissances, assez de trucs pour savoir ce qu'il faut faire. Je vais pas accepter un deuxième échec comme ça. Et ça, c'est mon projet à moi. C'est aussi ça aussi qui m'a un peu dégoûté du travail en équipe. C'est-à-dire que cette équipe, ils sont super cool, hein, ces mecs, c'est des potes. Mais je sais qu'on peut pas être efficace quand on est en équipe, en tout cas pas moi. Moi, je peux donner le meilleur de moi-même quand j'ai le full contrôle sur mon projet. C'est pour ça que je serai jamais Elon Musk, je serai jamais Steve Jobs, je le sais et c'est pas grave. Mais je pense que je peux devenir un bon créateur de contenu et c'est déjà pas mal. Ouais, c'est intéressant ça parce que
effectivement, sur les modes de fonctionnement de chacun, il y en a certains qui ne peuvent que bosser en équipe. Il y en a qui peuvent, je Ouais. me rends compte aujourd'hui, qui ne peuvent que bosser pour les autres. Il y a des personnes qui ne peuvent pas bosser pour eux, qui sont C'est default. vrai, ouais, bien sûr, ça dépend des gens, ouais, je suis d'accord. Et il y a des gens comme nous qui ont besoin d'être un lead d'un projet, quoi. Mais au-delà de ça, ce qui est aussi intéressant sur ton échec, entre guillemets, c'est que, c'est qu'effectivement, il y a ce delta aussi entre on va dire, le côté public et le côté privé. Et ça, je trouve que c'est un beau message parce que ça marche dans tout le domaine. Tu vas en parler de YouTube, du nombre d'abonnés, des likes, des machins et compagnie. C'est exactement pareil, quoi. C'est pas parce qu'une Bien personne va sûr. avoir des dizaines de milliers ou des centaines de millions, on a toujours besoin de ces métriques pour se rassurer, mais finalement, ça veut tout et rien dire, quoi. Ça veut tout et rien Ouais, dire. il y a une phrase il y a une citation d'Oussama Mar que j'adore. Il disait dans une interview, dans une conférence, ne compare jamais ton arrière-boutique avec la vitrine des autres. Et tu sais, Euh, on c'est passe son temps intelligent, parce que ce ça. qu'on voit des autres, ce qu'on voit des autres boîtes et ce qu'on voit des gens qui ont du succès, c'est que la vitrine, c'est que ce qu'ils Ouais. montrent, c'est que ce qu'on voit dans la presse, ce qu'on voit sur Ouais. leur site, ce qu'on voit sur leur Instagram. C'est qu'une vitrine, en fait. Et on n'a aucun regard sur l'arrière-boutique. Et ce qu'on voit de nous, c'est notre arrière-boutique, évidemment, la galère, les trucs, tous nos Ouais. problèmes. Et on se dit, mais comment ça se fait que ma vie, elle est si chaotique ou que ma boîte, elle est si pourrie à côté de leur truc qui a l'air tellement parfait. Et en C'est fait, clair. on est en train de comparer son arrière-boutique avec leur vitrine. Il faut comprendre que derrière toute jolie vitrine, bah, il y a des arrière-boutiques et parfois c'est chaotique. Et même, tu vois, même les coachs en développement personnel, les gros, les mecs hyper connus et tout, ils ont des problèmes dans leur vie, Ouais. ils ont des échecs, ils ont des moments de galère, Complètement. ils ont des moments d'incertitude. Et même si quand ils montent sur scène, tu as l'impression qu'ils ont tout oublié et que tout va bien et que leur vie est parfaite, et ben ils ont des problèmes. Et on a tous des problèmes et on est tous imparfaits et on a tous des galères et toutes les boîtes ont des difficultés. Donc, faut faire gaffe à ce truc-là de la vitrine. Mm. Moi, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que tu vois des gens, ça a l'air génial, où ils ont plein de likes et tout, et tu te dis, putain, il faut que je fasse la même chose. Et puis en fait, un jour, tu les rencontres et puis le gars te dit un truc, tiens, un exemple très concret. Tous les mecs qui vont partir en Thaïlande ou qui vont s'expatrier dès que leur business commence à marcher. Et ben évidemment, tu suis leur Instagram. Toi, tu es là à Paris, il pleut depuis 6 semaines. Il fait -12, enfin c'est l'horreur. Et tu vois le mec là sur ses plages paradisiaques, machin, dans des super hôtels de luxe parce que la vie est pas chère. Et ben après tu vas le voir. Moi j'y ai été, tu vois en Thaïlande, j'en ai rencontré plein des Mm. mecs comme ça. Je l'ai vécu un peu cette vie-là. Et tu dis que bon déjà la plage, au bout de 3 semaines, bah t'y vas plus parce que c'est bon, t'en as ras le bol. La chaleur, t'en peux plus. Et franchement, en hiver, t'as qu'une envie, c'est de retourner en France quand tu restes 3 semaines là-bas parce qu'il fait chaud, humide et qu'au bout d'un moment, t'en peux Mm. plus. Les beaux hôtels, bah, tu t'en lasses, c'est comme tout. C'est pas une expérience agréable de vivre dans un bel hôtel parce que t'as besoin d'avoir tes affaires, t'as besoin d'être chez toi, t'aimes bien construire ton truc, avoir ta déco et tout. Donc, au final, tu vas voir ces gens-là, et moi j'en ai rencontré plein. Il y en a plein qui me disent ouais, j'en ai un peu marre, je vais peut-être revenir en France, je vais peut-être changer, ça me C'est saoule un peu. Et intéressant. puis les gens en plus ici ne comprennent pas, machin. Il y a plein. Et en fait, c'est ça, c'est que tu as leur vitrine sur Instagram. Qui moi, évidemment, il y a quelques années, quand je voyais ça, je me suis dit c'est génial leur vie, j'ai tellement envie d'avoir leur vie. Puis tu la rencontres et tu te dis bon bah leur vie elle est pas si géniale que ça. Et finalement Ouais. bah je suis peut-être bien chez moi, et je suis peut-être bien comme ça, etc. Donc faut vraiment se méfier de ces trucs-là, surtout aujourd'hui à l'ère d'Instagram, à l'ère de la représentation euh, Ouais. de, du personnage fictif que l'on se crée pour les autres, quoi. C'est vrai, quand on gratte le Le mec, vernis, c'est différent, ouais, derrière, souvent. tu vois, sur Instagram, le gars, il va poster en story sa super soirée de la veille et tout, mais il va pas te poster les photos du lendemain matin, gueule de bois, Netflix toute la journée au lit, avec le vomi dans la bassine d'à côté, tu vois, parce que c'est pas sexy. Donc toi, tout ce que tu vas dire, c'est putain, ce mec a trop de chance, il fait des super soirées, mais tu vois pas là l'envers du décor. C'est ça qui est intéressant, quoi. Donc C'est clair. c'est un truc qu'il faut en avoir conscience, quoi. Ça aide vraiment, je trouve. Ouais. C'est vrai. Et bon, là, on va pas aller sur ce sujet-là parce qu'on aura encore à discuter pendant des heures. Mais là aussi, ça montre, il y a de gros mal-être aussi de personnes justement à cause des réseaux sociaux et de l'image qui est renvoyée de leurs amis, de leurs machins et tout ça. Je pense notamment à des adolescentes, tu sais, où tu as leurs copines qui font leurs photos avec les Bien duckface, sûr. les trucs de Ouais. machin, et qui ça crée Ouais. finalement des vraies souffrances. Mais bon, ça Bien c'est un autre sûr. sujet. Ça y est, c'est bon, j'ai plombé l'ambiance. Je crois que Et les ados qui se suicident. ça finit sous les cocotiers. Mais, écoute, bon, on va conclure. Je crois qu'il est temps sur ces bonnes paroles. Ok. Je te remercie pour vraiment tout ce que tu nous as apporté. Donc, pour rappel, on peut te retrouver par mail à ce moment. Alors, faut aller sur mon site antoinebm.com.
Ouais. Et il y a mes derniers articles, donc on peut se faire une idée. Et puis en dessous des articles, il y a un formulaire pour entrer son mail. Voilà. Ok, ça marche, impeccable. De toute façon, il y a les liens en dessous. On te retrouve aussi sur YouTube également. Et voilà. Je sais pas si tu as une dernière chose à ajouter. Non, non, c'est tout. Ça me fait plaisir. J'étais content de discuter avec toi. Toujours des bonnes discussions. Et puis Ouais, voilà. Bah, continue toi tes podcasts, tes interviews, c'est toujours intéressant. ça marche. Je te remercie. Et puis à très vite. Et puis je pensais aussi à mettre un petit 5 étoiles et un commentaire. Ça peut toujours Ah oui, aider. ça c'est très important. C'est hyper important. On en a besoin. On en a besoin. Ouais, ouais, ouais. C'est notre pétrole. C'est ça. Merci à toi. À très vite. Allez, merci Nico. Ciao. Ciao. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast Le business de la connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast Le business de la connaissance. Et ainsi, on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.